sur les bipèdes. Bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY. Je suis toujours le Doc et je suis entouré de mon camarade Néo. Bonsoir tout le monde, bonjour. Il n'y a personne, il n'y a pas de public aujourd'hui. Non, pas cette fois, effectivement. Bon, alors, mais on a deux invités, comme d'habitude exceptionnels, vous le savez très bien. Maintenant que vous connaissez l'émission, puisqu'on en est à la 58, 57, 8, 9, je sais plus. Elle n'a pas compté. Mais en tout cas, voilà, on continue d'explorer le jeu vidéo et là, on va parler de scene design. Mais qu'est-ce donc que le scene design, le ciné design? Eh ben, on va voir ça, on va voir avec nos invités Olivier Soleil et Solène Jaunet. Voilà, on reste dans le jaune du soleil, tout ça, les rayons, on espère envoyer plein de rayons lumineux et plein de bonnes ondes. Pas de touche. Oui, il a fait la vanne en off juste avant, et là, du coup, il essaie de trouver une autre manière de le dire, j'adore. Mais qui nous illumine aussi, mon petit Néo? Nos Patreos bipèdes. Exactement. Évidemment. Petit carnet. Mais comment devient-on Patreon bipède? Mais c'est fou, il faut aller sur le Patreon de CGY, bien sûr. Bah oui. Il y a 3 paliers, junior, mid et senior, 1 €, 3 €, 5 €, plus ou moins, hein, c'est toujours pareil, comme d'habitude, ça n'a pas changé cette histoire. Voilà, donc si vous voulez nous soutenir, évidemment, le plus important, c'est surtout de partager le podcast, hein, parce que c'est surtout comme ça qu'on partage le plus tout ce qu'on enregistre, on fait ça pour tout le monde, donc l'important, c'est que les gens découvrent tous ces métiers-là, et ceux qui sont curieux apprennent un tas de choses. Et donc, si vous voulez en plus nous soutenir financièrement, ce qui est extrêmement gentil, et dont on remercie déjà du coup tous les Patreon bipèdes qui sont déjà souscrits, entre guillemets, parce que c'est pas une souscription, c'est un truc qui est débité à chaque émission, voilà. Et donc quand vous êtes junior, mid ou senior, ces 3 paliers en fait vous permettent d'avoir les émissions en avance. Et puis plus vous montez dans les paliers, plus vous avez accès au Discord, vous pouvez nous poser des questions ou réagir aux dernières émissions. On met aussi votre CV éventuellement ou des liens vers vos books, etc. Dans les notes de l'émission, voilà. Donc c'est des petits goodies aussi. Des petits quand goodies. On est senior. Effectivement. Donc c'est un bon moyen de partager ça avec nous en plus. Donc voilà. Et puis évidemment, il y a aussi un Spreadshirt, il y a aussi un PayPal. Il y a pas mal de choses. Vous pouvez aller voir sur le site de CGY si vous avez vraiment envie de nous soutenir. C'est extrêmement gentil. On remercie tous ceux qui le font déjà. Et oui. Et les futurs aussi. Et bien sûr. Évidemment. Et bien évidemment, à partir du moment où on devient Patreon bipède, on a le QI qui s'élève, on a une chance incroyable, ouais. On trouve du boulot dans la semaine si on n'en a pas. Surtout en ce moment. Je veux dire, voilà, c'est incroyable. Je pense que d'ailleurs, tous ceux qui ont piqué le boulot de tous ceux qui n'en trouvent pas, c'est des Patreon bipèdes. Forcément, c'est forcément ça, tout autour du monde. Bref, cessons là les bêtises et on va regarder, on va apprendre qu'est-ce que le scene design. Moi, personnellement, avant de travailler chez Ubi, je ne savais absolument pas ce que c'était. Et en plus, j'ai fait une erreur parce que j'ai entendu scene design et pour moi, c'était scene, la scène. S-C-E-N-E design. Donc je me disais, c'est du set dressing, c'est-à-dire on va mettre les assets, les objets à droite à gauche et on va bâtir, en fait, faire un peu le côté architecture intérieure ou extérieure. Et en fait, absolument pas, je m'étais planté. Et c'est en discutant avec Olivier que j'ai appris ça. Alors, l'illumination. Exactement, l'illumination du soleil. De soleil. De Solène et de soleil. C'est quoi? Qui commence? Qu'est-ce que c'est que le scene design? Je vais peut-être Olivier commencer. Allez, je me lance. Désolé Solène. Avec plaisir. Ton moment de gloire arrivera plus tard. Le scene design, on dit aussi tech design, d'ailleurs. Ce sera peut-être moins confusant pour certains. Tech design, parce que c'est Technical Cinematic Designer. C'est long, c'est complet. Donc, tech design, il manque le mot scene. Et si on met le mot scene, ça le rallonge. Alors, on dit encore scene designer. Mais c'est plutôt, justement, des techniciens. C'est plutôt des gens qui vont faire la connexion entre la technologie et les artistes. On peut vraiment résumer grossièrement comme ça. Donc, ils vont connaître... leur particularité, c'est qu'ils connaissent très bien l'éditeur du jeu, de développement. D'accord, le moteur de jeu. Le moteur et la couche éditeur au-dessus du moteur, qui envoie les données au moteur.
et qui structure les données et qui organise tout, c'est-à-dire les entités, leurs petits comportements, leurs IA, tous ces mini-programmes, les systèmes, tout ce qui est mis en place pour que le jeu soit un jeu. Tout ça, c'est grâce à l'éditeur, évidemment, que ça se structure, que ça s'organise, qu'on met des textures, des objets, des maillages 3D, des animations sur tout ça. Donc, on a cet outil qui est gigantesque, faramineux, quoi, qui est à la fois un moteur de rendu, à la fois un générateur d'animation, mais aussi un générateur de particules, un générateur de systèmes un peu pseudo-intelligents, avec des personnages qui trouvent leur chemin tout seuls dans un décor. Enfin, voilà, c'est plus qu'un logiciel d'animation et de rendu et de modélisation, c'est un truc qui cumule tout ça et qui, à la fin, finit par faire une sorte de film animé interactif, quoi, puisque c'est le joueur qui est aux manettes. Et nous, donc, les scene designers, on est les experts de cet outil. Et donc, cet outil, il peut casser à bien des endroits, il est retors, hein, déjà, c'est même quand il casse pas, il est pas facile à prendre en main. Donc, nous, on le maîtrise, les artistes, comme ça, peuvent se concentrer sur la partie artistique, qu'ils soient animateurs, qu'ils soient qu'ils fassent les lumières, la photo, qu'ils fassent les FX et tout ça, le son. Ils se concentrent sur leur partie, c'est déjà pas facile. Et nous, on s'arrange pour que tout se passe bien pour eux. On facilite leur vie, on fait en sorte que les scènes, là pour le coup, les scènes, tu avais raison, les scènes cinématiques, les scènes qui sont les sortes de partitions sur lesquelles tout est organisé, comme un banc de montage vidéo, tous ces trucs-là, ça marche tout le temps, le plus longtemps possible, le mieux possible, et qu'il y ait le moins de choses qui cachent. Et que ce soit joli. Et qu'à la fin, ouais, oui, parce que après si c'est cassé, ce qu'ont fait les artistes, c'est pas si beau. Et ils sont un peu tristes, il faut les consoler. Du coup, vous avez une partie avant et après, avant, pendant et après, quoi. C'est tout le long, vous êtes derrière les artistes pour les aider et des fois pour aussi nettoyer des saloperies qu'ils auraient laissé passer. Oh, t'es poli, dis donc. J'ai fait ça pendant longtemps en animation, donc je connais un petit peu, mais c'est un peu le même. Ça peut arriver aussi d'arriver après coup. Oui, surtout. En fait, finalement, je dirais que le avant-pendant, c'est la partie la plus prévisible de nos missions parce qu'on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qui doit être fait avant et pendant. Et dans le après, on range tout ce qui est débugage. Et là, le débugage, les problèmes ne viennent même pas que d'action de la part de nos artistes. Ça peut venir de gens qui changent le moteur en lui-même, qui ajoutent des petites spécificités par-ci et par-là. Et en fait, quand ces spécificités sont implantées dans le moteur, ça prend pas forcément en compte les répercussions ou en tout cas, c'est pas prévisible de savoir comment va réagir notre outil qui permet de lire nos séquences, entre guillemets. Et c'est toute cette partie-là qui fait que, pour le coup, je trouve c'est cette partie-là, on est le plus sur le qui-vive, on va dire, à essayer de réparer ce qui va pas, d'améliorer ce qui va déjà bien d'ailleurs aussi. Ou revenir sur des trucs qui étaient bons il y a un moment, parce que un jeu vidéo c'est très long, donc j'imagine qu'un truc qui peut péter en cours de chemin, quoi. Oui, ou améliorer aussi. Oui. Je pense qu'au négatif tout le temps. Non, mais nos outils parfois s'améliorent au cours d'une production et du coup on peut améliorer des choses, ce qui implique parfois de les refaire, mais en tout cas dans le but d'une amélioration, donc c'est forcément positif. C'est pour du mieux. Alors attendez, parce que dans les différentes émissions qu'on a fait sur le jeu vidéo, on a vu les TD. On a vu, c'était la dernière émission, le QA. Vous vous situez où là-dedans? Entre ceux qui font des outils, les TD qui réparent aussi, et le QA qui s'occupe des bugs, vous êtes où dans la map? Je dirais qu'il y a les TD qui fabriquent nos quilles, par exemple, et nous, on est ceux qui vont jongler avec et aider nos artistes à décorer nos quilles, pour faire très grossier, mais c'est eux qui... Les artistes designent les quilles dans l'aspect visuel, on va dire. Les TD sont ceux qui vont les construire, et nous, on est ceux qui font le spectacle, qui font en sorte que on jongle un peu avec. C'est un peu imagé. Mais il faut bien voir qu'il y a aussi plusieurs rôles dans le design. Par exemple, moi, je suis plutôt directeur technique.
dû à ma longue expérience. Et après, il y a ceux qui vont justement pratiquer, être plus les utilisateurs. Moi, je vais définir, trouver déjà quand quelque chose manque. On a besoin d'un outil, d'une fonction, d'une propriété quelque part dans l'éditeur pour nous permettre de faire quelque chose proprement. Et ben, il va falloir le développer. Donc, à moi de le faire, puisque j'ai le rôle de TD, de directeur technique dans le tech design. Et quand c'est livré, mes petits lutins, les scene designers, ils peuvent jouer avec et ils peuvent rendre la vie à tout le monde beaucoup plus facile. Et bien sûr, il y a de la casse. C'est pas que des choses qui évoluent dans le bon sens, c'est aussi des régressions, ce que disait Solène. Donc, il faut être vigilant. Alors, bon, on n'a pas qu'un rôle, on en a plusieurs de toute façon. J'ai pas abordé tout à l'heure le fait que on est aussi, il y a le terme designer. Dans designer, il y a quand même design, ça veut rien dire en français. Mais design, ça veut dire quelque part qu'on crée des choses. Et par exemple, Solène a beaucoup travaillé sur des dialogues, des séquences de dialogue. C'est-à-dire que là, elle crée des séquences narratives avec l'outil qu'elle maîtrise parfaitement. Et là, pour le coup, c'est beaucoup moins technique, quoi. Donc, on est un peu couteau suisse. On se dit entre nous, dans l'équipe, on est un peu des couteaux suisses. Il y a par exemple aussi dans notre équipe, il y a des gens qui sont très versés dans la compression, la conversion de vidéos, de fichiers vidéo, ne serait-ce que la génération des fichiers vidéo. On utilise beaucoup d'équipes de post-production. Il faut prévoir des fichiers vidéo au bon format et ça doit être assez carré. C'est un processus assez carré, très carré même, il faudrait dire. Et ça, par exemple, comme c'est pas très artistique, c'est plutôt technique, connaissance d'outils. Alors, c'est pas l'outil de développement, mais c'est d'autres outils. Eh ben, on se dit, tiens, c'est parfait pour un scene designer. D'accord. Voilà, donc on est comme ça un peu utilisé dès qu'il y a un besoin, un manque une chose à faire. L'huile dans les rouages, les joints dans les... Ouais. Oui, c'est ça. Oui. Finalement, on a un métier, je trouve, très malléable. Je vois même toutes les entreprises n'ont pas la même définition du cinématique designer. Et c'est vrai qu'Olivier parlait beaucoup de l'aspect technical cinematic designer au début. Mais c'est vrai qu'il y a même même au sein de notre entreprise à nous, il y a d'autres équipes qui font notre métier et qui n'ont pas du tout la même pratique de notre métier au quotidien. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler sur des DS et c'est une scène dialoguée, pardon. Ah, d'accord. C'est moi aussi, merci. Pour moi, DS, c'est Nintendo DS. Moi, c'est les voitures. Non, Dialogue Scene en anglais DS. D'accord. Et en fait, c'est un peu toute la version interactive de la cinématique où on peut skipper les dialogues, on peut faire des choix. Et voilà. Justement, est-ce que vous pourriez dire globalement, parce que là on parle donc de cinématique pour ceux qui n'auraient pas encore suivi dans le fond, je vous vois. Qu'est-ce que vous mettez dans cinématique ? Parce que j'ai l'impression que ça regroupe beaucoup de choses. Il va y avoir, tu viens de parler des dialogues scene, donc des scènes dialoguées. J'imagine qu'il y en a des interactives, d'autres non. Vas-y, je vous laisse... Il y a la dialogue scene, donc qui est, je pense, la seule qui puisse être interactive, je crois. J'ai moins d'expérience. Une scène de QTE, que oui par et exemple. non. Voilà, il y a aussi des scènes QTE, ce qu'on appelle les Quick Time Events. On les range dans les cinématiques. Qui sont en général des cinématiques déguisées en jeu. Comme dans God of War, où il y a beaucoup d'exemples dans certains jeux très narratifs, justement, et très linéaires, le plus souvent. Donc, on peut aussi, moi, ça m'est arrivé de faire des séquences de QTE, proprement dites. Et voilà, si le projet s'y prête, comme c'est scripté, comme c'est des choses qui sont très, très définies dans le temps, qui doivent arriver, il faut presque... La définition de la cinématique, c'est quelque chose qui est cinéma, donc quelque chose qui va être linéaire dans le temps. On veut pas forcément qu'il y ait d'aléatoire là-dedans. On veut que on retombe sur la même image, on veut que ce soit toujours la même chose à l'écran, le premier jour, le 10e jour, pour tous les utilisateurs. On veut être le plus déterministe possible, c'est le mot qu'on dit souvent,
Et c'est la différence avec le jeu. Et c'est là où on a les scene designers, on a un rôle assez important, mais très invisible. C'est que le jeu supporte très mal surtout les grands jeux type monde ouvert, les blockbusters type Assassin's Creed, Ghost Recon, Far Cry et tout ça. Pour eux, c'est des jeux où tout peut arriver à n'importe quel moment. Et nous, on arrive avec, comme une équipe de tournage, tu vois, on débarque dans la savane ou au milieu d'une ville, et tout d'un coup, on dit, il y a une scène là d'amour qui va être jouée à cet endroit-là, dans cette rue ou au pied de cet arbre. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut bloquer tout ce qui pourrait parasiter cette séquence cinématique. Et c'est là où, justement, on a des outils pour créer des sas, des transitions, non pas visuelles, mais technologiques, on va dire, entre le jeu, les systèmes du jeu, tous les personnages animés par le jeu. Si on est dans la savane, il y a des fauves, forcément. Hein. Il faut les empêcher d'attaquer le joueur qui joue sa scène romantique. Si c'est Assassin's Creed, il y a des gardes à proximité qui font le tour du palais. Et lui, il est peut-être en train de discuter avec son acolyte ou en train de faire quelque chose avec son corbeau. Que sais-je ? En tout cas, il faut circuiter, poser, en quelque sorte, poser au sens mettre en pause, beaucoup de mécanisme, système du jeu. Oui, parce que tu vas couper les inputs du genre, tu vas couper la manette, quoi. La manette ne va plus fonctionner à ce moment-là. Donc, il faut bien qu'il se passe quelque chose derrière. Il faut bien que le moteur génère lui-même. Même à vivre. Par exemple, tu arrives dans une ville et on te la présente. Tu as besoin que la caméra se décroche, qu'elle aille montrer quelque chose peut-être. Peut-être que la lumière change aussi et que tout d'un coup, tu mets, comme on voit la ville du dessus, il faut faire animer des choses dans le fond, des trucs. Le but, tous ces trucs-là, c'est vous qui les mettez en place, du coup. C'est ce qui permet de faire ces visuels, puisqu'après le but d'une cinématique c'est de montrer des choses sous un angle que le joueur avec la caméra du jeu ne verrait pas. Ouais, c'est ça, voilà. Finalement c'est ça, pour raconter tout ce qui est narratif, pour raconter le jeu, faire vivre les personnages, expliquer peut-être des objectifs parfois, mais de façon plus spectaculaire, de façon plus émotionnelle que ne le ferait la caméra du jeu dans l'angle que voit le joueur tout le temps. C'est-à-dire plus cinématographique. Il est toujours loin de tout pour avoir la visibilité la meilleure sur ce qui peut lui arriver. Hein. On ne veut pas qu'il lui arrive trop de bricoles, ou du moins qu'il ne soit pas surpris. Donc on veut lui donner les moyens dans le jeu de réagir à tout ce qui se passe. Et dans la cinématique, non. On utilise les codes du cinéma, donc on le surprend, on lui fait peur, on fait tout ce qu'on ne ferait pas dans le jeu, on en profite dans les cinématiques. Et pour ça, donc, effectivement, ça veut dire qu'il faut avoir plein d'outils dans cet éditeur de jeu et dans le moteur, plein d'outils pour débrayer des choses, les réembrayer quand on repart dans le jeu après la cinématique, et ainsi de suite. Ce qui n'est pas forcément le cas dans des séquences type dialogue, type QTE, qui, eux, peuvent être un peu plus dans la continuité du jeu, et on veut moins créer de dissonance cognitive, de dissonance visuelle entre nos cinématiques et le jeu. Parce que souvent aussi, il y a une passe en plus. Enfin, ça dépend des jeux, mais il y a des fois où vous utilisez purement le moteur tel quel. Des fois, il y a une passe en plus. Des fois, c'est carrément du précalculé même. Et c'est carrément une cinématique comme dans les Final Fantasy à l'époque où ça lançait une vidéo, là, pour le coup. Donc, j'imagine que ça aussi, ça change un petit peu toutes les manières de faire, non C'est vrai que il y a autant de façons de pratiquer notre métier qu'il y a de types de cinématiques différentes, finalement. Qui interviennent dans un jeu. C'est ça. Donc, voilà, comme disait Olivier, les cinématiques précalculées en temps réel, etc. Et chaque cinématique nécessite du coup une pratique différente, des outils parfois même un peu différents. Et c'est très... on pourrait passer des heures à expliquer ce qu'on fait, tellement il y a de choses différentes qui englobent ce qu'on fait finalement, mais je trouve souvent on raccorde finalement les fils entre le travail des TD, des artistes, etc. et le moteur, quoi. Mais vous êtes là pour ça, donc ça tombe très bien que vous pourriez en parler pendant des heures. Et par exemple, un truc bête, et après je te repasse la parole, le doc. Merci. Par exemple, les petites scénettes, d'ailleurs tu parlais par exemple de quand il y a une quête qui se lance, quelque chose comme ça, voilà, quand d'un coup, je sais pas, tu veux montrer un objectif particulier, on est moins dans du cinématographique pour le coup, mais c'est quand même dans vos mains ça aussi, j'imagine. C'est des choses, ou c'est des events qui sont créés
par les game designers directement, ou est-ce qu'eux ont les outils suffisants? Il faut quand même que ça passe par vous parce que c'est une caméra différente de celle du gameplay, parce que machin? Je dirais que ça dépend de la complexité de la chose. Faut vraiment qu'il y ait une grosse réal pour que ça vienne chez vous. Ils ont les mêmes outils que nous. Alors, si on parle, par exemple, de juste faire un plan d'exposition, par exemple, une caméra qui se décroche de la position où elle est un moment et puis fait un petit mouvement vers le haut et montre quelque chose. On fait peut-être passer un vol d'oiseau, quelque chose. Là, on peut se débrouiller sans nous. On peut aussi être appelé à la rescousse, mais effectivement, peut-être, ça va être le travail d'un scene designer. Ok. Exactement, le travail artistique, le travail créatif d'un scene designer, il peut très bien faire ça. Donc c'est lui qui va animer la caméra ou qui va déclencher? Voilà, on a l'outil pour le faire. On a les outils, souvent, on connaît les outils qui sont les missions du jeu, les quêtes du jeu, qui sont justement des endroits où on va intégrer nos parenthèses cinématiques au milieu du jeu, puisque le jeu est architecturé, structuré, articulé autour de ces quêtes qui sont des grands espèces de schémas, de diagrammes avec des opérateurs. C'est comme un programme, mais exposé sous la forme d'un diagramme. Et donc, qui va décomposer les actions à faire pour le joueur pour atteindre chaque objectif, chaque chapitre du jeu, et décomposer comme ça en petits opérateurs. Et nous, on est au milieu de ces opérateurs. Après que le joueur a fait quelque chose, on détecte sa présence à un endroit, on détecte qu'il a fait une action, qu'il a interagi avec quelque chose ou quelqu'un. Et là, tout d'un coup, on va faire une transition. On a plusieurs opérateurs pour gérer cette transition proprement, que ce soit avec un cut caméra, un fondu, un seamless, c'est-à-dire sans transition visible. Et tout ça, donc, on est parfaitement capable de créer dans notre bande montage, notre éditeur de cinématique, on est capable de faire en sorte que la caméra, elle raccorde le mieux possible du jeu à une petite montée comme ça. On peut faire continuer à marcher l'avatar du joueur, par exemple, dans une certaine direction. Et voilà. Et on peut scripter ça. Là où toute l'équipe cinématique derrière va embarquer, c'est quand il y aura besoin d'animations spécifiques. Et pas forcément des animations qu'on récupère du jeu. Par exemple, faire marcher le joueur, comme je viens de le dire. Ça, on peut très bien reprendre l'animation du jeu et la faire cycler. Et là, il n'y a pas besoin de faire intervenir le reste de l'équipe. Mais voilà, nous, on peut très bien gérer ça. Et on nous le demande assez rarement, j'ai l'impression. Je pense que... Ouais, plutôt rarement, sauf sur un des projets sur lesquels on a travaillé cette année. Ça avait été prévu en amont que des scene designers puissent monter eux-mêmes des séquences. Donc, au préalable, avait été établie une banque d'animation. Donc, avec des animations dites un peu basiques ou des mouvements qui avaient été réfléchis pour se dire, ça, on risque de s'en servir dans telle et telle situation. Les fameuses idols. Exactement. Voilà. Quand les personnages restent idle, c'est quand les personnages restent debout dans une position un peu inactive sans être non plus des mannequins de cire. Quoi. Ouais. Après, il y a différents types d'intensité d'idle, de pose, etc. On peut avoir des choses un peu moins classiques, si je puis dire. Et en fait, par exemple, ici, la banque avait été pensée pour qu'on puisse mettre en base une idle et venir... on va dire personnaliser nos séquences avec des breakers, avec des petits gestes pour donner un peu plus vie et un peu plus de personnalité aussi au personnage. C'est ça, pour que ça ait l'air vivant finalement. Et c'est dans ce genre de mission-là qu'un scene designer peut être amené à finalement à monter une séquence tout seul, quoi, sans avoir à demander à l'animation de passer en amont forcément puisqu'ils ont fait la banque, mais et ça c'est le réalisateur qui à un moment donné va dire ok ça suffit, ou est-ce qu'il y a besoin d'une phase d'anime, c'est un peu le même de l'expérience que j'ai eue, c'est un peu le même pipe que pour l'équipe animation, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de briefing au début, voilà ce qu'on aimerait, parfois même le réalisateur a en tête tel idol à tel moment, agrémenté de tels gestes, etc. Le cinématique designer va faire sa première passe, essayer de tout raccorder ensemble, parce que parfois,
à cause de l'armure, à cause de l'épée qui est dans telle position, les transitions entre les animations se font pas si fluidement que ça. Et du coup, la main passe dans l'épée. C'est ça, et du coup, on est obligé de jouer un peu à la mano avec les courbes d'animation, quoi. Et donc, une fois cette première passe faite, on fait review par le réalisateur, il fait ses commentaires, et puis ça rebondit jusqu'à ce qu'on obtienne satisfaction des deux côtés. Donc c'est vrai qu'il y a une énorme quantité. Du coup, je n'ai toujours pas donné la parole. Non, mais c'est pas grave, vas-y. Je la prendrai à un moment. C'est vrai qu'il y a les cinématiques, c'est énorme dans un jeu vidéo. C'est une quantité je parlais tout à l'heure en off de l'animation au cinéma où souvent on parle de coups à la minute ou de choses comme ça. Mais un film, ça va être 1h30, allez, 2h si on tire un peu la corde. Là, dans le jeu vidéo, ça peut être beaucoup plus. Puis surtout que c'est souvent avec énormément de caractères en même temps, avec des décors assez fous et tout. Où en venais-je avec ma question? Tu vois, t'aurais dû me laisser la parole. Oui, tu vois. Ouais. Et que. Transition. Et du coup, voilà. Et du coup, dans ce lot de cinématiques, j'imagine que vous faites le tri aussi entre, celles qui valent vraiment le coup de donner de l'anime pour en faire une très spécifique et celles qui, franchement, avec deux, trois trucs de banque de mock-up ou de trucs qu'on a déjà fait, vas-y, on bricole et ça passera parce que la quantité est juste trop énorme, en fait. Ça demanderait 5 ans, 6 ans de taf non-stop sur le même projet pour arriver au bout. Oui, mais là, ce n'est pas nous qui... C'est pas nous qui décidons, c'est le budget qui décide. C'est le budget en ressources humaines et ressources budgétaires qui va décider. Hein. Ouais. On a... Et en général, il se fait avec le réal et la prod et... Lui, il doit valider. Il doit valider qu'on lui dit, cette séquence-là, la séquence X, à ce moment-là, on pense qu'on n'a pas les ressources pour la faire, alors ça va être juste de la récupération d'anime du jeu. Ok. Lui, s'il hurle en disant « Mais non, mais celle-là, il a absolument besoin de voir l'acteur pleurer et qu'on ne va jamais pouvoir faire ça avec de l'animation récupérée. Mm-hmm. On n'a pas ça dans le jeu, on n'aura pas les poses que j'ai en tête. Donc, on va trouver un compromis. Non, de toute façon, c'est toujours des compromis, des validations. Il y a une chaîne de commandement assez complexe, je ne sais pas pour le cinéma. Je pense que c'est justement moins compliqué parce que le cinéma, il sait où il va, en quelque sorte, on va faire des images, c'est linéaire, ça va dans un sens, il y a un réalisateur qui est à la fin, je pense, le garant. Et puis, ce n'est qu'une œuvre multimédia, il n'y a pas d'interaction dedans, il n'y a pas de jeu derrière, il n'y a pas de système qu'il faut aussi gérer en plus. C'est pas un truc qui est de temps en temps interrompu par autre chose et qu'il faut aussi gérer. Donc, nous, la cinématique est une partie d'un jeu vidéo et ce sont vraiment comme des parenthèses de cinéma dans le jeu où le joueur est libre de faire ce qu'il veut, ou en tout cas, on lui donne des ingrédients à lui de jouer avec. Et nous, on va avoir le réalisateur qui valide de son côté, réalisateur côté cinématique, mais on a aussi souvent un directeur créatif, un directeur narratif pour le jeu, qui vont être tous les deux garants, alors à un niveau plus ou moins haut. Le directeur créatif est en général au-dessus de tout le monde. C'est lui qui est le garant de la totalité du jeu, que sa vision est respectée à la fin quand le jeu sort. Et puis après, il y a un directeur narratif qui est son délégué pour s'occuper avec nous des raccords entre le jeu, les cinématiques, que cette telle cinématique qui avait du sens peut-être à un moment dans l'écriture du jeu, le jeu a été a dévié. Cette partie-là a été changée parce que c'était trop long, trop court, trop dur pour le joueur, ou enfin voilà, les playtests vont révéler que il faut modifier une partie du jeu, et ça a des répercussions sur une cinématique. Une phase de gameplay qui a plus d'intérêt, d'un coup, peut avoir un impact très fort sur oui, mais on a installé ça dans une ciné, qu'est-ce qu'il fait du coup le joueur après il rentre chez lui, c'est bon, tu as tué sa sœur et en fait bon, ça va, tout va bien, il rentre chez lui, il boit une bière. Effectivement, ouais, ça peut avoir un impact. Exactement. On a beaucoup de problèmes en tout cas qui sont très particuliers aux jeux vidéo, aux cinématiques de jeux vidéo. Ça en fait partie. Ça plus le temps réel, évidemment, qui est une contrainte ultra forte. On pourra pas reparler des précalculés qui sont une manière de s'en dégager, mais pas totalement. Et le fait que on filme nos scènes, encore une fois, dans un monde qui évolue tout le temps pendant 2 ans de production, on va dire, de vraie production, en général c'est 2 ans, sur les gros budgets comme les Assassins.
Ça veut dire qu'autour de nous, les choses, elles changent sans arrêt. Et parfois des choses très anodines, purement techniques, parfois c'est très visuel, parfois c'est narratif, carrément narratif, où un pan entier de l'histoire va sauter parce qu'on n'a pas le temps de le réaliser comme il faut dans le jeu. On peut pas, ça avait l'air bien au départ à l'écriture, finalement on peut pas le faire comme on en rêvait. Donc on le coupe, on le remplace par autre chose, et la séquence narrative qu'il introduisait ou qu'il a finissait ou qui était au milieu, qu'est-ce qu'on en fait? C'est des questions qui se posent tout le temps, et on a nous des compromis à faire tout le temps avec la qualité des cinématiques qu'on produit. Évidemment, certaines, on va leur donner, alors on a toujours des numéros, on leur donne des numéros qui sont comme un niveau d'amour qu'on va leur donner. Oui, vous pouvez faire ça à la maison, vous aussi. Et on leur donne des numéros qui nous permettent justement de quantifier le nombre de gens, les équipes qui vont être dédiées à chacune d'entre elles. Et voilà, pour finir, sur ce truc-là, il y a à peu près entre 1h15, 1h30 de cinématique sur ces gros jeux. Donc ça revient à faire un long métrage. C'est pas si loin. Et ça ne compte pas les dialogues. Évidemment. Dont parlait Solène, par exemple. Et sans compter... Pardon, vas-y, oui. Non, et sans compter les dialogues et d'autres petites séquences qui peuvent se rajouter, comme parfois on a besoin de nous pour faire de la promo, pour faire du marketing. Et on produit des choses qui n'apparaissent pas dans le jeu final, mais qui sont quand même des minutes en plus. Oui, pardon. J'allais dire, mais même les ciné, j'ai plus le mot-clé, le nom en tête, mais qui sont finalement des vidéos qui sont faites par d'autres équipes que nous. Oui. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trou. Et ça a eu plusieurs noms, Mais oui, là ce sont des ciné. Non, oui, CGI, exactement. Ça va parler aux auditeurs. Les bipèdes, là, debout. Ouais. Mais parfois on n'a pas toutes les cinématiques chez nous. Ça peut arriver qu'elles soient faites pour d'autres raisons par d'autres équipes, etc. On peut penser par exemple à des cinématiques comme dans Diablo, des trucs comme ça où c'est dessiné, où c'est pas forcément animé avec des modèles 3D, etc. Mais d'un coup, t'as besoin d'un truc avec du motion design, avec exactement. Ça peut être fait par des entreprises externes, ça peut être fait par d'autres équipes dans d'autres studios, etc. Enfin, c'est... J'allais dire la différence. C'était le cas par exemple, mais c'est souvent parce que ils vont être face, ils ont leur scénario, ils ont une scène qui est par exemple l'explosion d'un croiseur interstellaire de l'Empire, un truc comme ça. Et ça va demander des ressources tellement énormes pour le jeu, parce que notre particularité, c'est qu'on travaille avec les matériaux du jeu, le moteur du jeu, tout ce qui est fait même du jeu, tout ce qui est produit pour le jeu. Donc nous, on peut piocher là-dedans et s'en servir. Maintenant, dans le jeu, il n'arrive jamais, à cause du fait qu'on c'est du temps réel sur des consoles, qu'on va jamais faire exploser un croiseur interstellaire en vrai, avec les milliards de particules, avec tout ce qui va avec, en plus du jeu qui tourne. Donc, c'est quelque chose, on va tout de suite se dire, ça, non, vaut mieux déléguer ça à un studio externe, qui va faire ça très bien, avec de gros outils de synthèse. Des gros moyens, faire en Fortiche, gros, des équipes, des studios, des vrais studios de production. C'est ça. Et on va leur fournir les modèles. Un court-métrage, quoi. Le problème. À l'intérieur, au sein de... c'est ça. Et on va leur fournir le maximum d'informations. C'est l'inverse de nous quand on travaille sur une adaptation de film. C'est nous qui fournissons du matériel visuel pour qu'eux se calent dessus sur le visuel des personnages et sur les visuels divers qui vont être dans leur séquence pour qu'ils soient raccords avec notre jeu. Qui montent en qualité, en résolution de texture, de modélisation. Ils poussent les potards à fond parce qu'ils n'ont pas les contraintes du temps réel que vous avez. Eux, c'est zéro contrainte, à part le temps et le budget. Chose que, nous, on en a beaucoup d'autres en plus. Et dans ce cas-là, ils vous filent une vidéo que vous intégrez. On récupère, Là, c'est quelque chose qu'on va récupérer d'une équipe externe et qu'on va intégrer dans le jeu comme on le ferait avec nos propres ciné. Simplement, ces images-là, c'est pas nous qui les produisons, nous on est juste là à les recevoir à l'autre bout du tunnel Internet. On fait la partie tech d'intégration parfois. Après, de toute façon, c'est à nous de l'intégrer dans le jeu au bon moment, dans telle quête, telle mission, à tel endroit, comme il faut. La contrainte d'une vidéo comme ça, c'est quoi ? Parce que j'imagine que si vous livrez un truc en 4K de 3 minutes, ça pèse son petit tas de mort, quoi. Donc, c'est quoi pour vous Est-ce que c'est vraiment contraignant déjà, encore aujourd'hui, le poids, par exemple, d'une vidéo qu'on vous envoie ? Est-ce que ça doit être recompressé ? Est-ce que ça doit être remis dans une moulinette ? Est-ce que ça a un vrai
lien avec le moteur et que le moteur est capable d'encaisser tel type de vidéo ou machin. Je sais pas, des questions un peu bizarres, mais... C'est Beaucoup de délicat, je garde la parole, désolé Solène, mais Mais oui. Là-dessus, Oui, vas-y. j'ai quand même, je remets la casquette de directeur technique, là, voilà, c'est fait. Mm. Et bon, je parle comme ça, du coup. Belle casquette d'ailleurs. Donc, s'il vous plaît. Et effectivement, les vidéos ont un poids c'est presque un âne mort, hein. On a fait des calculs, on s'en rapproche. Et on fait très attention au nombre de vidéos qu'on met dans les jeux parce qu'effectivement, on pense beaucoup de plus en plus aux gens les jeux se vendent maintenant beaucoup de façon digitale. Les gens vont télécharger le jeu et si le jeu il est rempli jusqu'à la gueule de vidéos en 8K, 3D, avec des flux de dingue, il va regretter un peu son achat à un moment. 300 gigas à télécharger. Surtout s'il Ça, habite il va pas, mettre 3 jours avant de le récupérer avec la fibre à fond. Ouais. avec s'il n'a pas de fibre. Et tout ça. Donc, on fait très attention à ça. Malheureusement, on n'a pas tellement de levier là-dessus parce que le nombre de pixels, il augmente avec les générations de consoles, avec la puissance qui augmente régulièrement. Donc, les gens, ils veulent des pixels de plus en plus petits. Et voilà, on va utiliser les meilleurs compresseurs, on va trouver les meilleurs rapports de compression. Ça, c'est le seul levier qu'on a finalement pour faire en sorte de livrer quelque chose qui va pas coûter trop cher en stockage et qui va quand même être beau. Un niveau de compression qui satisfera tout le monde et qui va pas faire hurler les gens au budget de... il reste, une fois qu'on a mis les textures, une fois qu'on a mis les mèches, une fois qu'on a mis le programme, le moteur, une fois qu'on a mis les sons sur le disque Blu-ray, par exemple, il reste combien pour les vidéos ? Là, on a une barrière infranchissable, quoi. Et ça, on le sait qu'à la fin du jeu, quand tout a été produit. Oh la vache, oui. Donc, le budget, on l'évalue assez tôt, assez rapidement. C'est des architectes du jeu. Donc des gens qui sont bien placés pour faire ces calculs-là, qui traquent pendant toute la production la quantité de données qui sont livrées, tout ça, qui traquent des textures qui sont 10 fois trop grosses pour leur intérêt dans le jeu. Et heureusement qu'ils sont là, ces gendarmes, pour faire en sorte qu'on a un peu de place à la fin pour stocker ce genre de vidéos. Mais alors, si je continue sur les vidéos, il n'y a pas que la place, il y a aussi des inconvénients pour nous dans la vidéo, qui semble être une super solution. Parce que artistiquement, c'est magique. Alors, on peut tout faire, on n'a aucune limite. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a des limites en fait. C'est que comme le jeu justement, c'est pas un film, le jeu, le joueur a la main dessus et le joueur, il peut par exemple changer les attributs, le costume de son personnage. Il peut changer même sa tête, il peut changer sa couleur, son sexe. Enfin bon, ça c'est une première chose. Si on fait une vidéo, on va pas faire des versions de vidéo avec toutes les combinaisons de visuels sur le personnage. Donc, on va éviter, quand on fait une vidéo précalculée, on va éviter de choisir cette solution pour des scènes où l'avatar du joueur est acteur. Et encore d'autres raisons. Parce que dans le jeu, il peut y avoir un cycle de jour, de nuit. Enfin, le joueur peut peut-être arriver à un endroit, déclencher une séquence la nuit, le jour, le matin, au crépuscule, n'importe quand, il pleut, il y a du vent, quel que soit le temps, quelle que soit l'heure. Et la séquence vidéo, elle a forcément une heure et un climat, une météo qui est fixée. Bien sûr. Dans le marbre, sur des pixels, ça bougera jamais. Donc, là aussi, c'est... si on a affaire à des séquences, où on ne sait pas exactement quel va être le contexte, on préférera le temps réel. Oui, en général, c'est assez radical du coup. Parce qu'à partir du moment où tu as de la personnalisation, on oublie l'idée, quoi. Ouais. Oui. C'est un peu ce que nous disait Aurélia à la dernière émission sur le QA, où elle c'était aussi une partie de son boulot de tester ces trucs-là et de dire non, c'est pas possible parce qu'il est censé il est censé avoir un chapeau napoléonien et puis dans la vidéo, il l'a pas du tout. Donc, et si c'est raccord, c'est foutu. C'est bien dommage. C'est bien dommage, j'aurais bien voulu chapeau voir comme ça. Han Solo avec un chapeau napoléonien. Une dernière chose sur les retakes, parce que je voulais la placer tout à l'heure. Mais je vais pas arriver à les placer. Après, on va être hors sujet après. On va être hors sujet. Et je pense que la grosse différence aussi avec l'animation, quand il y a une modif, on parle de la décision là de faire ça comme ci ou comme ça. La différence, c'est qu'aussi, notamment sur les assassins ou les jeux de ce genre qui sont full motion capture, en tout cas en grande partie, forcément ça demande aussi d'aller retourner, re-shooter des trucs, pour peu qu'il y ait un acteur, etc., faut qu'il soit dispo, machin, bidule, dans les délais c'est peut-être pas forcément faisable, alors qu'en anime,
À la grande limite, si c'est vraiment fait à l'arrache, tu peux dire vas-y, on file ça à l'anime, ils vont nous faire un truc. Ils prennent leurs acteurs et puis ils les bougent. Quand c'est du keyframe, tu peux tout faire from scratch, sans board. C'est pas propre, sans layout, c'est encore moins propre. Je regarde le doc quand je dis ça. mais j'imagine que vous, ça a cet impact en plus, c'est dire comme il faut aller refaire de la motion capture, il faut retourner, il faut réécrire, il faut aller retourner des choses en studio si vous n'avez pas le matériau pour. Puis après, il faut ramener ça, etc. Enfin, c'est beaucoup plus lourd, je pense. Même pour un plan ou pour une scène ou une séquence, c'est beaucoup plus lourd qu'en CG. Ah oui, c'est le mot, c'est lourd. Ouais, c'est lourd, c'est du cinéma en fait. C'est les contraintes de production du cinéma avec de l'humain dedans. Avec, on peut pas faire ça n'importe où. Il y a des équipes qui maîtrisent la motion capture. Alors on a des studios à Montréal qui font ça très bien, ou du moins on a l'habitude de travailler avec eux. Donc on compte sur eux et on a des canaux privilégiés. On peut obtenir des jours de tournage assez facilement. On n'est pas en basse priorité dans un carnet de commandes bien rempli. Là, non, on a des priorités très fortes. Par contre, les acteurs, eux, il nous arrive d'avoir des impossibilités. Une fois qu'ils ont réservé quelques jours pour nous, après ils ont d'autres tournages. Si on a besoin de faire retourner, il va falloir attendre probablement 1 mois, 2 mois, une énorme latence pour avoir un prochain rendez-vous. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive rarement quand même. Parce qu'on repartir en motion capture. Oui, parce que c'est bien pensé. Il y a tellement de niveaux de validation, je pense, avant. C'est la dernière option, quoi. Quand si on doit le faire, c'est que vraiment on a épuisé tous les autres recours et qu'on est face à quelque chose, un nœud gordien, il va falloir, il n'y a pas le choix, on doit retourner. Il peut arriver qu'on tourne avec un acteur. Juste disons on va prendre juste son corps, on peut ensuite faire enregistrer la voix à l'acteur original par exemple, puisque de toute façon c'est pas lui qu'on voit dans le jeu, ces animations vont être plaquées sur le personnage du jeu, l'avatar du jeu. Finalement l'acteur, son physique peut ne pas être complètement, on peut le dissocier de la voix en fait. Donc la chance d'être dans quelque chose d'assez virtuel comme le jeu vidéo et que c'est pas exactement l'acteur qu'on filme, on peut trouver ce genre de choses. Mais je pense que c'est arrivé très rarement. On évite ça comme la peste. Parce que c'est très lourd, très coûteux, très problématique. C'est ça, au niveau budget, ça vient rajouter un truc, quoi, en plus. Et exactement. J'ai plus l'impression qu'on a tendance à essayer de trouver des solutions scotch, entre guillemets. Je pense notamment à une fois où était arrivée un peu tard une demande de seamless sur une cinématique qui n'avait pas du tout été prévue. Un raccord. C'est-à-dire une transition sans coupure. Voilà. Comme par exemple le dernier. À la ciné ou de la ciné au jeu. C'est ça, le dernier plan de la cinématique et le premier plan du retour au jeu. Du gameplay, du jeu, ok. Et donc ça n'avait pas été prévu. Et donc tout de suite la réaction ça a été de se dire non, on peut pas retourner en mocap. En mocap, on va pas pouvoir le faire. Et c'est là qu'intervient, je trouve assez bien le cinematic designer. C'est un peu sa mission de se dire où est-ce qu'on peut aller chercher dans tout ce qu'on a déjà produit une animation où on pourrait utiliser un tout petit bout qui fonctionnerait pour faire cette fameuse seamless. Parce que là, le problème était que il fallait qu'on fasse sortir un personnage du plan, mais on n'avait pas d'animation pour le faire sortir du plan. Donc il a fallu, et c'est un collègue qui avait très bien les cinématiques du jeu en tête, qui s'est dit mais je pense que dans celle-là, on utilise à un moment donné une sorte de marche en virage, enfin en virgule, qui pourrait être utilisée. Et après plusieurs tests, donc ça demande un peu de temps, un peu de jonglage avec les keyframes pour que ce soit bien fluide. Bien raccord, bien. Mais donc avec tout ça, on réussit quand même parfois à faire ce qu'on pensait impossible. Et là, du coup, vous avez une médaille ou non. Votre salaire est augmenté parce que vous avez permis d'éviter du budget ce serait bien, mais non. On a tellement de médailles, on est tellement payés. On ne sait plus où les mettre, les médailles. Avec tout ce poids sur les épaules. Déjà, quand vous êtes arrivé, que vous avez posé votre armure de médailles, c'était impressionnant. Alors, je vais enfin... Non, je peux la poser, ma question ? Tu peux y aller, Non, je vais revenir à un truc un peu plus terre à terre, mais alors ça a l'air fabuleux votre boulot.
ça me plaît beaucoup, mais comment on devient scene designer? Parce que j'ai entendu jamais parler de ça. C'est comme pour le QA, c'est où est-ce qu'on apprend ça? Ça a l'air d'être extrêmement spécifique, en plus, au moteur et à l'éditeur utilisé. Type de jeu. De mémoire, Ubisoft utilise des moteurs maison. Donc, c'est pas du Unreal ou du Unity, ou sauf pour certains projets. Mais du coup, comment est-ce qu'on apprend tout ça? Alors, je me tourne peut-être plus vers Solène, parce qu'on reviendra sur le parcours d'Olivier dans le CG Beers. Comment est-ce que toi... C'est quoi tes études? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Et comment t'es arrivé là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que tu fous là, Solène? Eh ben, il n'y a pas de vraie réponse à cette question. Merci. Voilà. Je ne peux parler que de mon expérience, parce que je pense que toutes les parcours des scene designers avec lesquels on travaille sont tous différents. Ouais. Moi, j'ai commencé par des études en graphisme. Enfin, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué. Ensuite, j'ai commencé un BTS en design graphique que je n'ai pas fini pour basculer en bachelor. Au début, ils avaient appelé ça game design, mais c'est plus... Ils l'ont renommé game experience design parce qu'on faisait pas un vrai diplôme de game designer. On voyait un peu, finalement, tous les corps de métier nécessaires à la construction d'un jeu vidéo, mais on n'était pas spécialisé en game design. Ok. Et donc, suite à ça, moi, je me suis découvert une petite passion pour la narration. Donc, je suis partie faire un master de scénariste orienté cinéma d'animation et jeux vidéo. Et c'est en fin de master, finalement, que j'avais la possibilité de faire un stage si je voulais. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Ubisoft en cinématique design. Parce qu'à l'époque... Tada À l'époque, je voulais essayer de trouver en narration, mais c'était très compliqué. C'est toujours compliqué, la narration. Et est arrivée cette offre de stage en cinématique design. Et ça m'a paru très intéressant. J'ai postulé et ça l'a fait. Puisque maintenant, ça fait 3 ans. Ouais. Et pour répondre à ta question, comment on se forme, de mon expérience, c'est une fois embauché qu'on devient vraiment scene designer et qu'on s'y forme, parce que je pense que mon manager à l'époque a reconnu mon potentiel vis-à-vis des outils, des missions, etc. Et comme on utilise des moteurs maison, forcément, on est obligé de se former une fois qu'on a les outils en main, et on peut pas anticiper ça quand c'est des moteurs maison. C'est ça. Voilà. Donc, je pense qu'il faut avoir une appétence pour, pas le cinéma, mais raconter des choses, parce qu'il faut y être sensible. Je pense que c'est bien de consommer du cinéma, des séries, des animés, plein de façons de raconter des histoires différentes, même parfois de la BD. Enfin, il y a plein de choses pour raconter une histoire, pour pouvoir avoir cette sensibilité-là et être capable de se dire, voilà ce qu'on veut faire. On a ces contraintes-là qui nous empêchent. Comment, sachant, moi, je sais tout ce qu'on peut faire avec nos outils, qu'est-ce que je pourrais proposer pour trouver une solution? Et parfois, on arrive à changer de transition pour raconter plus ou moins la même chose, mais différemment. Et du coup, il n'y a que par la pratique, pour moi, qu'on peut se dire cinématique designer. Il faut le tenter, postuler, et bon. Et puis apprendre en fait moteur, par la pratique, l'éditeur, mais je pense que avec les collègues, et puis dire j'aimerais pouvoir faire ça, comment est-ce que je peux le faire, parce que mais un peu pour dire que finalement c'est ouvert à toute personne qui est capable de communiquer sa sensibilité et son attrait pour le cinéma et raconter exactement, et qui n'a pas peur de l'aspect tech, parce que c'est quand même aussi notre quotidien. Oui, parce que ce que vous me racontez depuis le début, c'est que, il y a un côté artistique de narration, comme tu viens très bien de l'expliquer, Solène, mais il y a aussi un côté hyper tech. C'est-à-dire que là, l'éditeur, le moteur, le machin, qu'est-ce que je peux faire? Jusqu'où je peux le pousser? Quels outils j'ai? Et comment je les utilise, parce que là on est vraiment les mains dans le moteur, quoi. C'est vraiment ça, quoi. On est souvent en support technique pour l'équipe d'artistes autour de nous, au fur et à mesure durant la production. On fait le support technique parce que les outils sont capricieux, bref. Même sans parler du jeu final, de ce qui ressort dans le jeu final, déjà pour produire les séquences, on doit les aider à
réaliser quelque chose, à avoir le bon personnage dans leur scène, à faire en sorte que eux ils voient le reflet de ce qu'ils ont animé dans le jeu, dans l'éditeur, dans le moteur. Donc il y a déjà ce rôle-là, oui, c'est très, très technique. Nous, on est justement garant de la bonne marche du projet dans l'éditeur, avant même le moteur, que déjà les gens puissent travailler avec les outils qui sont spécifiques, comme tu le rappelais. Ce qui, d'ailleurs, voilà, il faut juste préciser qu'il n'y a aucune formation de scene designer, ce qui explique que c'est difficile à expliquer et que en fait c'est plutôt des gens qui apprennent ça sur le tas. Et effectivement, les profils dans l'équipe des gens qui sont maintenant depuis des années sont tous différents pratiquement. On a autant des programmeurs que des animateurs. Peut-être la moins tech, je pense, de l'équipe. Peut-être au départ, Elle était plus dans le graphisme, le design et dans les visuels, et la narration même, que la plupart. Mais de toute façon, c'est un bagage précieux parce qu'on peut détecter des problèmes, on peut nous-mêmes les arranger s'il y a des problèmes de raccord justement entre le jeu et la cinématique. Nous, on est là, c'est nous qui faisons la transition, on est les maîtres de la transition, aussi bien en entrée qu'en sortie. Ouais. Donc, puisque c'est nous qui plugons, là, on intègre ça dans le jeu, c'est nous qui voyons les premiers quand ça va pas, que dans le jeu, on a un contexte qui va pas du tout avec ce qui va se passer dans le premier plan de la cinématique ou la fin. Donc, on a à avoir un minimum de bagage de cinéma, de narration, aimer résoudre les problèmes, je pense. Et puis, ça, c'est le principal. La patience, cet acharnement à vouloir résoudre des problèmes qui sont... parfois, il faut chercher des heures pour trouver pourquoi le décor subit une déformation, alors qu'on n'y touche pas, mais que ça va être un effet de triple bande, d'effets secondaires, tertiaires, quaternaires de quelque chose qui passe dans l'animation. Et ça, pour le trouver, il faut investiguer. On a des outils de debug et tout, mais bon, c'est pas le commun des mortels qui va avoir du plaisir. Je parle peut-être même pas de plaisir, mais en tout cas, va prendre le temps pour trouver la cause d'un problème. Bien sûr. Et malheureusement, c'est ça. Aussi. Et l'anticiper, c'est encore mieux. Et là, le DT comme moi, effectivement, on va essayer d'anticiper le plus possible ces cas-là, en faisant en sorte qu'on a déjà des outils dès le début qui vont nous permettre de répondre à tous les problèmes qu'on va rencontrer. Mais il y a toujours des impondérables. Et c'est là où le QA, QC intervient. Rappelons-le, oui. C'est un peu nos meilleurs voisins, quoi. C'est ça. Vous êtes on est deux mèches, on est cul et chemise, on est... QA et chemise. Et... Pas mal. Ça veut dire que c'est un travail de groupe et de coopération, parce qu'il y en a qui sont effectivement plus tech dev, d'autres qui sont plus narratifs, d'autres qui sont plus animateurs, d'autres qui sont plus dans les caméras, peu importe. Et du coup, c'est dis donc, j'ai un truc comme ça, comment je peux le résoudre? Du coup, vous communiquez beaucoup entre vous, ou c'est vraiment un travail relativement solitaire? Je pense que on est une des équipes qui communique le plus entre elles quand on est plusieurs sur un même projet en tout cas, parce que un bug peut venir de n'importe où en fait, et parfois chaque bug est très singulier, c'est pas toujours des bugs récurrents qu'on peut anticiper, donc en fait l'expérience de chacun est hyper intéressante et hyper importante quand elle est partagée, parce que demain, j'ai un bug, je peux mettre 3 heures à le résoudre, ou 1h30 si je demande à mes collègues s'ils ont déjà vu quelque chose comme ça. Et parfois, ils n'ont pas exactement vécu ce problème, mais ils en ont vécu un autre qui leur a fait penser à tel outil. Regarde ou à telle si façon. C'est pas tel truc Exactement. qui merde. Et regarde parfois, si... on s'entraide énormément. Il y a quelques-uns qui sont un peu spécialisés, justement. Il avait l'air de sous-entendre ça, Romain. Le doc juste avant, c'est certains qui sont peut-être un peu plus, on va dire, les mains dans l'anime, d'autres un peu plus les mains dans le rendu. Et donc, il y a certains types de bugs, vous avez plutôt donné à quelqu'un d'autre. Je pense l'expérience et les années qui se dessinent, en fait. Plus, il y en a qui vont être très forts avec tout l'aspect nodal, par exemple, de nos moteurs. Il y en a qui se sont spécialisés dans la comp. Ok, c'est marrant. Il y en a qui apprécient beaucoup de travailler avec
les réals, de par les caméras, de par les transitions, etc. Enfin, c'est... Oui. En général, on va dire les affinités de chacun, elles ressortent. On rentre tous avec les mêmes choses à faire, à produire au départ, parce que il faut dérouler. Solène, elle arrive. Vite, on a un projet à faire. Et elle apprend, comme tout le monde. On a tous la même base d'apprentissage, en quelque sorte, parce que les projets se ressemblent. Mais au fur et à mesure des productions, on peut voir où les gens peuvent s'exprimer sur leur envie peut-être de s'orienter vers un aspect plus qu'un autre et ne pas se fermer une porte, au contraire l'ouvrir un peu plus. Ouais. Donc, est-ce que l'intuition est la plus aiguisée finalement? Vous êtes assigné à un seul projet ou est-ce que justement parce que vous êtes le spécialiste du rendu et qu'il y a un bug de rendu sur tel projet, on peut vous basculer comme ça ou c'est pas aussi simple? Je dirais que sauf les personnes de nos équipes qui ont des rôles plus lead ou plus managérial, etc. On est la plupart du temps sur un projet à la fois. Ouais. Après, on peut basculer très rapidement parce que demain, on a un nouveau projet qui rentre, on a un besoin. Et on pensait finir notre projet sur les 3 prochains mois. Finalement, non. On là, part après, c'est sur des gestions un de autre. studio, là, ouais. Et après, pour ceux qui ont plus d'expérience et qui ont des rôles plus importants, comme toi, par exemple, Olivier, moi vous êtes... oui, on peut le dire. On l'a pas dit au début, c'est vrai, on n'a pas exposé vos expériences, mais Olivier a un peu plus d'expérience que Solène. Beaucoup. C'est un euphémisme, évidemment. Je crois que c'est x10, mais... Presque. Et non, oui, comme toi, par exemple, qui est sur plusieurs projets à la fois et qui est obligé de diviser un peu ta semaine. C'est sûr, oui, c'est sûr. Alors, en ce moment, je suis sur 2, voire 2,2 projets, on va dire. Mais oui, ça va graduellement se resserrer sur un seul projet, parce que c'est quand même beaucoup de choses à suivre, tout simplement parce que les 2 autres projets, il y en a un qui va se terminer, il se termine pratiquement en ce moment, et puis l'autre, ça va être en filigrane. Donc, c'est assez rare d'être vraiment sollicité 50-50 sur 2 projets à la fois. En général, en plus, les projets ont des outils, des éditeurs différents. Même à Ubi, on a plusieurs éditeurs, on n'en a pas qu'un. Donc, il faut les connaître, puisque nous, notre force, c'est connaître l'éditeur, mais être très pointu dans un éditeur, ça prend un temps énorme, et être aussi pointeux sur 2 éditeurs, c'est très délicat. D'autant plus qu'il y a des problèmes de machine. Sur une machine, avec la quantité des données pour tel ou tel jeu, on aura du mal à faire rentrer 2 projets sur une seule machine. Donc on utilise 2 machines, c'est des ressources en plus. On préfère éviter d'avoir un cinematic designer qui travaille sur 2 projets. Mais du coup, est-ce qu'il y en a qui sont spécialisés sur un éditeur un moteur éditeur et d'autres sur les 2 ou sur l'autre ou... L'expérience fait que on a passé plus de temps sur un projet que sur un autre. Donc on peut dire à un moment dans sa carrière, moi je connais plus celui-là que l'autre, mais on peut basculer, comme disait Solène, on peut basculer, pas du jour au lendemain, on est prévenu des semaines à l'avance, des mois à l'avance, c'est planifié. Justement on fonctionne, on l'a pas abordé, mais on fonctionne vraiment comme une société de livraison de cinématiques clés en main, société de service presque. On a plusieurs projets qui frappent à notre porte, qui nous demandent il nous faut 1 heure de cinématique. D'accord, ok. Alors en ce moment on a celui-là, on vous met juste après, donc on jongle avec le calendrier. Enfin, nos producteurs associés, tous nos gestionnaires, ils vont faire en sorte que tout ça s'agence bien dans l'agenda. Modulo les retards, modulo les problèmes, les incidents qui pourraient retarder ou avancer des choses, le marketing qui appelle à l'aide, c'est des choses qui arrivent. Donc heureusement que c'est planifié, parce que il vaut mieux éviter d'être sur 2 projets à la fois. C'est pas que des technologies, c'est pas que des choses des objets à connaître. L'anime idol, comment elle s'appelle déjà dans ce projet, comment elle s'appelle dans l'autre projet. C'est énormément de choses à se farcir, de quoi se remplir la tête x3, x4.
Donc, Solène a l'air totalement. Ouais. Non, mais j'étais en train de me dire, au mieux on connaît son projet, au plus on est efficace, en fait. D'accord. Oui, parce que là aussi, on est dans le cadre d'Ubisoft, ce qui est énormissime, avec une soixantaine de boîtes dans le monde, c'est ça, je dis pas de bêtises? De studio. Ouais. Bon, peut-être pas 60 jeux en même temps, mais il y en a beaucoup. Pas le compte, mais c'est 19 000 personnes dans le monde. Il y a beaucoup de projets à la fois, donc d'où le fait que effectivement vous puissiez être amené à faire plusieurs projets. En général, dans un studio, tu es sur un projet, voire deux, mais ça s'arrête là. Là, il y a effectivement une situation un peu particulière qui fait que vous pouvez avoir ce département cinématique dédié à, enfin c'est même plus un département, c'est une boîte dans la boîte presque maintenant, qui permet d'avoir justement ces commandes, etc. Et donc de pouvoir être sur plusieurs projets, de pouvoir... En tout cas, d'avoir une rotation aussi qui est plus rapide. Je pense des équipes dédiées à un projet. Oui, et puis parce qu'en plus, tu as aussi besoin d'un temps, sinon tu pourrais te retrouver sans boulot pendant 2-3 ans, le temps qu'un nouveau projet arrive, et là au moins ça tourne en permanence, et vous avez... Tout à fait. C'est ce qui arrive effectivement quand on a un fonctionnement, on fait un projet jusqu'au bout, on le commence dès la pré-production, les projets, c'est minimum 3 ans, les gros projets, et même les projets moyens, c'est minimum 2-3 ans. Donc, nous, en général, on fait 1 an sur un jeu. Donc, en 1 an, on a sorti un jeu, quand d'autres, on en a sorti 1 tous les 3 ans. Et on a notre nom au générique, parfois, de 2 jeux dans une année, parce que ça va sortir en quinconce. Et donc, on a cette chance de pouvoir toucher. Et il y a, je voulais dire tout à l'heure, je voulais finir, qu'il y a aussi des équipes différentes. Chaque projet a un studio qui pilote le projet, qui est le principal donneur d'ordre, là, avec le directeur créatif. Et malgré tout, le facteur humain aussi est un truc à prendre en compte. C'est que c'est des projets à 1500, on doit approcher les 2000 personnes dans les derniers mois de production de ces gros blockbusters. Donc nous, on est sans cesse, nous, en tout cas, surtout nous, les cinématic designers, on a beaucoup d'interlocuteurs du côté jeu, parce que comme on intègre nos cinématiques à nous, notre production, on l'intègre dans un monde qui est celui du jeu, qui n'est pas le nôtre. C'est pas nous qui le faisons le jeu. C'est d'autres équipes distantes qui peuvent être à 6 heures de décalage horaire ou pas. Ouais, ça peut être Ubisoft Montréal, Ubisoft Bordeaux, Singapour. Ça a été récemment. C'est génial. Mais oui, c'est plusieurs studios éparpillés dans le monde. À chaque fois, ces gros projets-là, quoi. On va voir ce que le futur nous réserve. Mais de toute façon, là aussi, c'est si on devait partager notre temps, notre semaine, notre cerveau entre 2-3 projets, c'est en plus de ça des listes de contacts, des listes de noms, qui fait quoi, à garder en tête, qui sont, je pense, incompatibles avec l'humain, quoi. Ouais, surtout sur des gros jeux comme ça, parce que d'une quête à l'autre, enfin d'une cinématique à l'autre, on n'est pas sur la même quête, donc c'est pas le même quest designer, donc c'est pas la même relation parfois qui s'est instaurée, parce que je disais tout à l'heure, les QA sont nos meilleurs voisins. Nos meilleurs voisins à distance, c'est les QD, et il vaut mieux avoir... Quest designer. Ah bah oui, pardon. Du coup, pardon. Non, mais c'est moi, j'ai les... Oui, pourtant je suivais, mais un peu facile. Pas assez vite, manifestement. Mais non, au mieux, d'expérience, en tout cas, au mieux, et la relation avec le quest designer, meilleure se passe la production, parce que, au-delà du fait que parfois c'est quelqu'un qui peut solutionner avec qui on doit collaborer pour avoir des informations, etc. Si on s'entend bien avec lui ou elle, ça peut surtout être un allié, en fait, dans la résolution de problèmes, dans l'intégration de la ciné en elle-même. Et il faut trouver une solution avec entre les différentes quests, du coup, les différentes équipes. Oui, on est tous interdépendants, de toute façon. Ouais. Le un des maîtres mots, c'est les dépendances qu'on a avec, justement, je l'ai abordé tout à l'heure, c'est 2 mondes différents, notre monde cinématique et le monde du jeu. Et c'est vraiment 2 mondes antagonistes, avec l'un qui préfère l'aléatoire, le n'importe quoi, le fun, la liberté pour le joueur, une sorte d'anarchie organisée, mais qui permet au joueur de s'exprimer là-dedans. Le joueur, justement, il fait un peu ce qu'il veut, on maximise c'est ce qu'il peut faire. Plus il a de choses possibles, plus il est content. Et nous, au contraire, on veut canaliser les choses au maximum. On veut pas d'imprévus, on veut pas des rails, bordel, des rails. On veut mettre des rails partout, quoi. On est comme ça, nous. Ouais. On n'est pas créatif. Si, en fait, oui. On est créatif dans ces rails, voilà. Ouais, mais je pense au Seamless, qui est l'un des plus gros enjeux, un des plus gros
comment on dit, challenge, je trouve, du cinématique designer, parce que finalement, une cinématique seamless qui se déclenche en interagissant avec un personnage qui est dans un coin, par exemple, c'est pas du tout les mêmes challenges que quelqu'un qui est au milieu de la pièce. Au niveau des caméras, du placement des caméras, Exactement, etc., parce qu'en fonction de par où arrive le joueur, ça peut être très simple à régler ou pas du tout. Dans un couloir, un croisement, c'est un machin. ça, exactement. Voilà. Et parfois, du coup, les transitions, que ce soit dans la caméra, mais aussi l'animation du personnage joué, enfin du joueur, ces fameuses transitions peuvent être complètement cassées s'il arrive de dos, s'il arrive... Enfin, voilà. Je sais que ça a été de gros challenges. Dans Assassin's Creed, il peut arriver en grimpant, en Oui. rampant, en haut, courant, en bas, en sautant, sur un cheval. Enfin bon, si on ne fait pas attention, on a des moyens de limiter la casse, mais voilà, si on suivait la feuille de route du jeu type monde ouvert, les seamless, c'est pas possible, quoi. Ouais. Oui, puis t'es obligé un peu de jouer parce que si tu veux que ce soit propre tout le temps, tu pourrais dire, à chaque fois, je m'en fous, il va se lever et il va le regarder droit dans les yeux. Mais c'est chiant, au bout de 5 heures de jeu, que le mec, tu te rends compte qu'il fait toujours la même chose. Donc t'es un peu obligé de jouer avec ces règles-là, mais en même temps, il faut que ce soit propre, parce que sinon, si effectivement, il arrive en rampant et que d'un coup, il se met debout en une frame, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et ça doit être assez compliqué de tanker toutes les situations. Oui, brise le 4e mur et regarde la caméra et dit il y a une cinématique. Je me permets. Mais oui, parce qu'il faut contenter l'envie de liberté du joueur, mais aussi les ambitions des réals, en fait. Parce que parfois, la réal veut un seamless, donc on fait tout pour avoir un seamless, mais un seamless veut parfois dire casser sa belle transition de caméra en début de cinématique. Sans parler des règles de caméra aussi, les angles à respecter, la ligne des 180 degrés. Exactement, voilà, mais oui, tout ça, c'est... Les 15 degrés, les 180 degrés, bref. On papote, mais le temps passe. D'accord. Et qui dit fin d'émission dit... du coup, je sais plus. Interview Offset. Très bien. Oui, on a dit ça parce que Ardisson, ça faisait vieux con. Alors, l'interview Offset, c'est... elle a pour thème la paire, finalement, il y en a 2. Oui, parce qu'en plus, ça fait un lien avec Ardisson, parce que c'est lui qui avait trouvé le slogan la paire, il n'y en a pas 2. Oui, voilà. Ah oui, la pub des fenêtres, là ? Figure-toi que oui. Je savais pas. Voilà. Ça, je savais pas non plus. On aura appris encore des choses. Le petit point culture. Le petit point culture. Ceux qui ont écouté jusque-là sont ravis d'avoir appris ça maintenant. C'est lui qui a fait le jingle aussi, la musique. Alors, l'interview Offset. Donc, la paire, finalement, il y en a 2. Oui, alors parce que vous allez me dire, parce qu'on parle de films, on parle de jeux, justement. Quels sont les 2 films que vous aimeriez revoir pour la première fois ? Une autre voyelle, c'est un titre, peut-être ça Oui. Après ça. Un film chacun ou 2 films chacun ? Comme vous voulez. J'ai mis 2 parce que comme ça, des fois on dit mais oui, mais j'en ai plusieurs. Que j'aimerais redécouvrir, quoi. Mais comme pour la première fois. Mais maintenant, adulte. Voilà, parce que des fois, on revoit un film, on n'a plus la surprise, on n'a plus. La sous-question intéressante. Avec ton cerveau actuel ou comme à l'époque, justement ? Adulte, vieillissant, agonisant comme moi. Non, imaginez encore jeune, frais. Non, avec ton cerveau de étoiles maintenant. dans les yeux. C'est intéressant parce qu'en vrai. De toute façon, j'aurais du mal à me remettre dans mon moi d'avant. Donc, que j'aimerais redécouvrir. Écoute, j'ai revu du Terry Gilliam il n'y a pas longtemps et je me dis que Brazil, par exemple, et je m'émerveillerai toujours autant sur la folie de celui-là. Là, j'ai vu le Baron de Munchausen pour le montrer à une de mes filles. C'est une merveille, je trouve. Cet homme est positivement fou, mais ça donne des vraies histoires et les questions qu'il pose sont, je trouve, très pertinentes, en tout cas pour Munchausen, mais c'est vraiment présent dans tous ses films. De toute façon, le combat entre l'imaginaire contre la platitude du matérialisme, que ce soit la bureaucratie ou que ce soit les gens qui font la guerre, que ce soit toutes ces choses-là bien matérielles, dures, bien
égoïste souvent, et lui, il se bat pour qu'on rêve un peu, pour qu'on imagine beaucoup, qu'on sorte de tout ça. Aussi, et très, très bien. Toute sa filmographie est basée là-dessus. Donc, je cite celui-là. D'accord. À toi, Solène. Moi, c'est un peu plus peut-être classique, mais c'est un film qui m'a énormément marqué l'année dernière, je crois. Je crois pas que c'était cette année, je sais plus. Si, c'était en début d'année. Bon, bref, je vais y aller. C'est Dune 2. Parce que... Denis Villeneuve. Ouais. Mais je saurais pas... J'ai eu beaucoup de mal à expliquer pourquoi ce film m'avait autant marqué pendant un moment. J'ai dû aller le voir 3-4 fois quand même. Ça commence à faire. Ça fait Dune 6, du coup. Oui. 3 fois 2, 6. Oui, au moins, ouais. Mais non, il m'a parlé à plein d'aspects. D'abord graphiquement, parce que je trouve que c'est un cinéma très graphique dans la composition d'images. Et à ce moment-là, j'étais aussi très plongée dans ma mission des scènes dialoguées, où j'avais eu l'occasion, enfin, j'en sortais un peu, et où j'avais eu l'occasion du coup de faire des caméras, enfin, jouer avec les caméras, avec le rythme, etc. Et j'ai trouvé ce film très marquant pour ça. Pour la bande-son, moi j'avoue que dans le cinéma, c'est hyper important pour moi. Et je crois que je pourrais juste écouter le film, en fait. Comme un podcast, un peu comme ce qu'on fait ce soir. Mais ouais, dans la musique, je la trouve incroyable. Et pour les sujets du film, moi, ça m'a fait penser à plein de sujets personnels, à plein de réflexions que j'ai envie de développer à l'avenir, etc. Et c'est vrai que, pour l'avoir regardé plusieurs fois, du coup, je sais que c'est pas la même expérience et que alors c'est intéressant parce qu'on redécouvre des petites choses, mais le rythme, on le vit pas de la même façon. Et je crois que pour ça, j'aimerais bien le retenter à nu. Enfin, on reset un petit peu. Ouais. Plus que le 1, du coup. Ouais. Oui, c'est marrant, le 2, précisément. Ouais. Faut que je le voie. J'avais eu un peu de mal avec le 1. Je suis choqué. T'es choqué. Moi, je l'ai trouvé un peu long, le 1, pour le coup. Tu as raison. Le 2, je suis allée le voir 3 fois. Quoi, oui, c'est ça. Mon avis semble un peu évident. Quoi. Le 1 a quelques petites faiblesses, à mon avis, aussi. Et le 2 en a gommé pas mal. Il est mieux aussi. Plus mature, quoi. Côté, moi, je l'ai trouvé plus puissant. Oui, plus épique. Autant le premier pose les bases, mais il y a quelques petits défauts, à mon avis. Autant le deuxième, il va dans le cœur du sujet. Quoi. Ouais. Je peux en citer un deuxième. Ah ben oui, vas-y. Allez. Comme ça, tu vois, j'ai bien va fait devoir en citer un deuxième. Je réfléchis alors. Non, mais je pourrais en citer. Je pourrais en citer 40, c'est le problème. Mais je me disais là que un film... Allez, parce que vraiment, il y a eu un effet de surprise. Je pense à Cloverfield, le premier Cloverfield. Pas la peine d'en dire plus, mais juste quand on va le voir sans savoir ce qu'il se passe, c'est, je trouve, un des plus beaux moments de cinéma surprenant que j'ai dans ma mémoire. Et celui-là, particulièrement par ses qualités on passe du coq à l'âne, sans transition. Et je me dis, ça vaut la peine de le redécouvrir et sans s'y attendre, de se débrancher, se rebrancher pour avoir tout oublié, et puis le revoir et se reprendre la même baffe, quoi. Ça m'avait fait ça, moi, avec Blair Witch. J'étais allé le voir en pensant que c'était réel, enfin, en ayant un énorme doute sur le côté fan footage. Mais ils avaient tout fait pour maintenir ces doutes-là. Hein. Les noms des acteurs sont les noms des personnages. Scotché. Tout est fait dans la campagne de pub pour qu'il n'y ait pas eu de fuite et tout ça, et c'était très bien orchestré. Tout à fait. En parlant de Cloverfield, je pensais à Blair Witch. Je pense que Cloverfield est encore plus... Parce que le début n'a vraiment strictement rien à voir avec... Puis même là, tu parlais de Coff et tout, c'était un film vendu comme un film catastrophe. C'est une période de film catastrophe, je trouve. Toute cette époque-là, autour de ce film-là. Et du coup, même si tu y vas avec juste l'affiche, tu dis « Oh, je vais voir un Independence Day » ou un truc comme ça. Un Michael Bay. Ouais, voilà. Puis t'es tellement surpris que... moi, le titre, déjà, ne dit rien et tout ça. Oui, c'est ça. Par beaucoup d'aspects. J'avais pas perçu comme un film catastrophe. Je sais pas trop comment j'avais fait, mais j'étais allé vraiment complètement dans la farine, innocent. Complètement aveugle.
Presque, ouais. Et ça a été d'autant mieux. Et quand je l'ai montré à mes filles, j'ai fait pareil. Je ne leur ai rien dit du tout. Ouais. Et elles ont été estomaquées, baillies, scotchées. Et ouais, pour elles, c'était mémorable. Et je me suis revu en train de le découvrir moi aussi au ciné. Là, c'était à la maison, hélas. Donc c'est moins bien. Après, il y en a beaucoup d'autres que j'aimerais revoir, des très vieux. Je pense à La Nuit du Chasseur, qui est une merveille magnifique. Je l'ai étudié en master de scénariste. Ah bah oui. Et, et ça aussi, je trouve que ça, c'est un film qui est marquant à tellement de niveaux et tellement beau et qui mélange tellement de genres. Et j'adore le cinéma de genre en général, que ça aussi, c'est quelque chose que je peux, je pense, redécouvrir et chaque fois m'émerveiller, quoi. Claude, un deuxième ? Je peux, je crois. Ah, allez. Mais c'est un film que j'ai énormément regardé petite fille, enfin pré-ado, on va dire, alors qu'il traite de sujets pas du tout de pré-ado. Et c'est un film qui s'appelle Le premier jour du reste de ta vie. Et en fait, pour briefer rapidement, au cas où s'il y a des bipèdes qui ne le connaissent pas, en fait, c'est un film qui se découpe, il me semble, en 5 chapitres. Et chaque chapitre dresse le portrait du premier jour du reste de la vie d'un des membres de la famille. Et en fait, on apprend à découvrir cette famille au travers de jours marquants qui ont bouleversé un peu leur vie et qui, au fur et à mesure du film, parle, je trouve, un peu du sujet qu'est la famille et de comment chacun a son individualité au sein d'un groupe, on va dire. Mais c'est un groupe. Ouais. Et je sais pas pourquoi il m'a autant marqué petite, parce que lui, pour le coup, c'est pas 3 fois que je l'ai regardé, c'est au moins 10, je pense. Et j'avoue que j'aimerais bien le voir avec mes yeux d'adulte, mais pour la première fois. Voilà, voir comment ça résonne en moi et si j'arrive peut-être à être un peu plus en phase avec les sujets aujourd'hui, quoi. Voilà. Waouh, très intéressant cette idée. Je suis intrigué. Et alors, quels sont les 2 films que vous n'auriez pas dû voir la première fois? Mais la deuxième, oui. De quoi? La deuxième, oui. La deuxième fois, oui, potentiellement. Mais ce serait drôle, ça. Un film où t'as changé d'avis. Ah oui, non, quels sont les 2 films que vous regrettez totalement d'avoir perdu vu du temps devant. Voilà, c'est ça. Moi, je pense pas que j'en ai. Je dis souvent, c'est pour la culture G que je le fais. Quand je passe pas un bon moment, je me dis j'ai forcément des choses à. Mais après, c'est mon aspect master scénariste peut-être qui parle. Il y a toujours des choses à récupérer. Et justement, des erreurs, c'est là où t'en récupères le plus d'ailleurs. Même se dire, on apprend des erreurs. Donc, faire ça. Je sais qu'il y en a où je me suis dit j'aurais pu m'en passer. Mais il y en a pas même un où tu t'es dit j'ai vraiment rien tiré de cette merde, quoi. Même dans l'erreur, il y avait rien à en tirer, quoi. J'ai l'impression que oui, mais je suis pas sûre que le nom vienne. Ouais, viendra là. Non, je vais t'aider. Olivier a toute une liste. Alors, il sort un carnet. J'en ai plus que des bons films. Non. Oh là là, je t'en ai déjà parlé. L'angoisse. Non. Oui, je pense à quelques-uns et je suis d'accord avec Solène. On peut trouver du bon dans tous les produits cinématographiques, que ce soit du produit calibré ou du film d'auteur pur. Il y a de l'ennuyeux, du pénible partout, tout le temps. Il y a du raté réussi, il y a du prétentieux complètement raté. Donc, moi, j'ai quand même, je pense, quelques cas où je me dis non, là c'est trop, qu'est-ce que j'ai foutu? c'est pas juste que ces gens-là, on leur ait donné un budget, qu'il y ait tellement de gâchis de ressources en quelque sorte, à une époque où on sait que les ressources elles sont limitées, la planète, tout ça. Donc ouais, je pense à un film comme Taxi, voilà, par exemple, qui est une énorme réussite française, mais que moi je trouve un film qui aurait eu sa place dans les années peut-être 50, 40, quelque chose comme ça, au niveau de l'humour, au niveau de... Voilà, donc pour moi, non, c'est juste ça, c'était à éviter, il fallait pas le faire. Et malheureusement, il y a eu des suites, donc j'ai pas été... Dommage. Je pense à un autre, et là, c'est encore plus pénible, mais ça s'appelle Six Pack. C'est une production Canal+, de quelqu'un de assez respecté, j'ai oublié son nom, mais c'est celui qui a fait La Cité de la Peur,
avec Alain Berberian. Alain Berberian. Et le pauvre, il s'est compromis dans un truc complètement, vraiment bancal, en fait. L'écriture est bancale, tout est bancal là-dedans. On y a presque du plaisir, mais je me dis, à la limite du nanar, et franchement, nanar, quoi. Un nanar, tu peux trouver du plaisir. Mais ouais, à la limite, il n'est pas nanar. Voilà, c'est ça. Mais là, quelque part, il y a tellement la prétention de ne pas avoir fait justement un nanar, de s'être pris au sérieux, d'avoir fait son Seven, en quelque sorte, quoi, le Fincher. Et ça tombe, je trouve, moi en tout cas personnellement, je m'engage là-dessus, ça tombe à plat presque tout le temps. Mais il avait pas pris le bon numéro, hein, c'était ouais, il avait le Seven, il est passé à 6. C'était 0,2, ils auraient dû appeler ça comme ça, Six Pack. Oui, en plus, vaut même pas parler du pourquoi le titre, quoi. Ça vaut pas la peine. Mais ça donne envie de le voir. Mais si tu apprécies ces expériences de mort imminente. Qu'est-ce que je regarde en ce moment? Celui-là, il est pas mal, je pense. D'accord. Solène, d'un coup, oui, j'ai une illumination. C'est ça. Mais non, mais j'ai pensé à ma plus grosse, ma dernière très grosse déception, bien qu'elle soit pas si récente que ça. C'était le film Priscilla, le biopic sur Priscilla. Priscilla Presley, oui. Moi, j'avais Priscilla, la folle du désert. C'est ça. C'est la même. Oui, folle du désert. Oui, non, mais pour le coup, moi qui avais vu le biopic sur Elvis Presley, que j'avais trouvé sympa et que j'avais bien aimé, là, autant le rythme, autant le fond, autant la façon de traiter un personnage, j'ai trouvé tout à côté de la plaque. Voilà. D'accord. Voilà, je saurais pas. Mais en fait, ça m'a tellement frustrée de me dire, genre, j'avais l'impression qu'on touchait même pas du doigt le sujet. C'était juste, et d'autant plus quand j'ai appris que c'est elle qui avait financé le projet. Je pense qu'elle a raconté ce qu'elle avait envie de dire sur elle. Mais j'ai trouvé ça tellement dommage. C'était l'occasion de parler d'une femme qui a fait. Qui était dans l'ombre d'un grand personnage, etc. Et on aurait pu dire tellement plus sur son histoire, je pense, ou même juste sur sa relation et ce qu'elle représente. Même si on s'éloigne peut-être un peu de la réalité, je ne sais pas, je ne connais pas leur intimité, mais je trouve qu'il y avait tellement des choses plus intéressantes et plus fortes à raconter dans ce film. Voilà, j'ai trouvé que c'était un acte manqué. Très bien. Est-ce qu'on fait... J'en ai encore deux. Vas-y. Deux questions. Je l'ai fait, je l'ai fini. Oui, allez, sûr. c'est pourquoi pas. Et les 2 jeux vidéo que vous aimeriez refaire pour la première fois? Je sens que je vais vous décevoir. Non, pourquoi pas? Parce que je suis pas du tout une grande joueuse. Ah, mais c'est intéressant. C'est pas grave. Voilà. Mais du coup, refaire pour la première fois, c'est ça la question? Ouais. Ça me dérange pas. Je l'ai refait même. Redécouvrir. Ah oui, redécouvrir pour la première fois. Avec des yeux neufs. Moi, j'ai mes 2 grands classiques qui sont les Sims et Animal Crossing. Donc, oui. C'est très bien. Voilà. Je ne saurais pas dire. Ah, si, Spyro. Le premier Spyro the Dragon? Ouais, c'est un jeu que je jouais en vacances quand j'étais petite. J'adorais beaucoup. Une Madeleine. Et ouais. Spyro peut-être. C'est marrant, moi j'ai adoré le faire quand j'étais petit, je n'arrive plus, j'ai repris la trilogie là quand ils l'ont refaite. Je n'y arrive plus, le gameplay pour moi a trop vieilli. Et effectivement, j'ai jamais refait depuis. Tu vois, on est typiquement dans un jeu que j'aimerais bien redécouvrir à l'époque, dans le même état d'esprit et tout, parce qu'aujourd'hui j'ai du mal à le reprendre. Il faut être... faut prendre ça avec des pincettes. Olivier, quelqu'un parlait on en parlait justement là, on parlait du remake de Tomb Raider où d'une pression sur un bouton, tu peux basculer entre l'ancien Tomb Raider, c'est-à-dire les polygones, il y a 10 polygones à l'écran et les animations de l'époque et tout ça, et le nouveau, le remake. Donc c'est une très bonne idée, mais ils ont quand même, heureusement, gommé beaucoup de défauts aussi de l'original en faisant le remake. Et les contrôles, je pense, sont quand même mieux et il n'y a pas les mêmes bugs de collision et plein de choses comme ça. Donc, ça change même de gameplay. Effectivement, il faut penser à améliorer. Faut pas être complètement proche de l'original parce que c'est vrai qu'il y a des côtés qui vieillissent très très mal dans les vieux jeux. Et puis il y a une vision fantasmée aussi de l'époque. Et en fait, quand tu remets les mains dessus, toi, tu avais une idée du truc. Tu dis, ah ouais, mais c'était comme ça. Puis tu remets les mains dessus, tu fais, ah mais en fait, c'était pas si fou, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Mario 64, il a beau être truffé de qualité.
la caméra, elle est quand même... oui. C'est les débuts de la caméra 3D. Bon, on était quand même comme des fous en découvrant ça. Ils ont posé des bases déjà qui étaient fantastiques. Ouais. C'est comme quelqu'un qui découvre Star Wars aujourd'hui, tu vois, je comprends qu'ils disent les FX, merci quoi. On les voit tes boîtes d'œufs peintes dans le ciel là. Oui, on les voit. On peut y trouver du charme. 4K, On appelle ça du charme. Voilà, c'est ça. Comme dans le couple, tu vois, où finalement on se dit tu as du charme, mon chéri, mon chéri. Pour pas dire t'as vieilli. T'es pas si beau que ça. T'es plus comme t'étais avant. Bon, t'as des défauts, ça te donne du charme. Les 2 jeux que tu aimerais bien alors je dirais Civilisation. Le premier Civilisation, Civilization, de Sid Meier, un dieu. Et celui-là, donc c'est un jeu qui m'a, one man turn, comme disent les aficionados. C'est une révélation, ce fut une révélation et ça reste un de mes jeux de référence. C'est à la limite du jeu, c'est tellement entre simulation, stratégie et d'autres choses, mais bon, il y avait des boucles de jeu quand même là-dedans, de gameplay il avait trouvé comment rendre jouable l'humanité, quoi. C'était dingue. La phrase est belle. Ouais, c'est clair. Merci. Je peux tout faire breveter. Je veux un t-shirt. Et l'autre, je pense à Portal. Il y a Half-Life, Portal, mais surtout, je sais pas, Portal qui est tellement énorme, tellement simple et tellement énorme que bon. Je me dis, celui-là aussi, l'humour qui est là-dedans, l'écriture, c'est pas qu'un jeu de réflexion d'énigmes et un peu action, c'est aussi une réussite dans tous les domaines. Quoi. Un GLaDOS et tout. Visuel, les sons aussi, comme dit Solène, le son a beaucoup d'importance, et là, tout est maîtrisé. Et tout me plaisait, tout me parlait. Quoi. Donc, le redécouvrir, ça aussi, ce serait, je pense, un enchantement. Un enchantement. On retourne dans un jeu. Moi, sans spoiler le film dont tu as parlé tout à l'heure, mais c'est pareil, c'est un truc où, en fait, quand tu sais pas trop dans quoi tu vas, tu te fais embarquer dans un truc qui prend en plus une espèce de virage narratif à un moment donné et tout. C'est un peu le même genre de feeling là, qu'effectivement, quand tu découvres la première fois, c'est vraiment pas la même chose que les autres fois. Quoi. Ouais. Et les 2 jeux auxquels vous n'auriez pas dû faire la première fois? Alors, je sais qu'il y a un Zelda là-dedans. Je me fais les auditeurs. Mais je sais, mais... Je suis les auditeurs. Moi, je suis d'accord. Calmez-vous, les auditeurs. Calmez-vous. C'est très technique comme jeter ces avis, torches. parce que je suis restée bloquée un nombre... je suis bloquée, je n'ai toujours pas débloqué. T'as jamais été débloqué? Non, il y a un moment donné, je n'ai jamais compris où est-ce qu'il fallait que j'aille. Dans lequel? T'as pas le nom, c'est ça? Ah mince. Quelle console? Je crois que c'est... console, avec le petit bateau, là. Minish Cap. Non, Wind Waker. Wind Waker. Je crois que c'est celui-là. Sur Wii, du coup. Non, c'était Ou sur Cube. DS. Ah, DS, donc c'est Minish Cap. Non? Ah. Je crois que c'est Minish Cap, celui en bateau, ouais. Oh, quel Wikipédia. Actually, le Zelda sur Nintendo DS. Mais je crois que c'est ça, ouais. Qui avait vraiment la même patte que Wind Waker. Mais du coup, c'est une frustration qui reste un peu là, quoi. mais aucune animosité envers les Zelda. Mais tu as eu du plaisir en y jouant quand même. Hein, c'est juste que tu t'es resté bloqué. C'est pas mon plus beau souvenir, mais oui. C'est parce que frustration. Frustration. Les jeux mauvais, tu les laisses tomber, c'est ça aussi le problème, quoi. Tu vas pas au bout, quoi. Non, j'ai du mal à trouver un titre, moi, là, cette question-là, quoi. Ah, dans les vieux jeux 3D de PS1, il y en avait pas mal, hein, des grosses boules. Où tu te dis, où t'as une super... on s'arrête d'y jouer et... c'est quoi cette bouse? Ah non, mais tu vois le joueur du grenier, les jeux du joueur du grenier en général, quoi. Mais Tintin sur Mega Drive, j'aimerais bien ne pas avoir à revivre ça, hein. Oui, si tu l'as vécu. Catastrophe, parce que je me suis arraché dessus. Je vais citer, alors, je vais en citer un qui a toujours été une énigme pour moi. C'était un jeu qui s'appelait Cauldron sur un Commodore 64, donc des ordinateurs 8 bits, et que je trouve encore maintenant. Je crois que j'ai revu des petites vidéos, des gens qui ont fait des walkthroughs, des choses comme ça, que je trouve injouable, inintéressant, et pourtant, à l'époque, je m'étais acharné. Et pourtant, à l'époque, j'allais passer des heures avec mon bâton de joie en train d'essayer de gouverner cette citrouille. C'était... Enfin, cette sorcière, cette citrouille.
ça m'est resté comme une espèce d'amertume dans la bouche, mais j'ai rien compris à ce jeu, c'est moi ou c'était lui? Je pense que c'était lui, après le temps. Et pourtant, il était assez fameux, célèbre, il s'est bien vendu à l'époque. Quoi. Mais on avait moins le choix qu'aujourd'hui. Ah bah oui, c'est sûr. C'est le seul que je vais citer. Eh bien, merci. J'essaierai de retrouver toutes ces références. Ça va pas être évident, surtout pour le dernier, mais on va trouver ça. Tu trouveras facile. Il y a eu une suite aussi. En plus. Cauldron 2. Cauldron 2, exactement. C'était la citrouille. Le 1, c'était la sorcière, et Cauldron 2, c'était la citrouille. J'ai joué aux deux. Le 1 était pire que le premier. Bon, on va continuer à discuter de tout ça et du reste, parce que comme on l'a évoqué, comme Néo l'a évoqué, tu as une certaine, Olivier, une certaine expérience chez Ubisoft. Et puis on va explorer un petit peu tout ça. Dans le CG Beers. Dans le CG Beers, bien évidemment, pour les Patreon bipèdes. Voilà, donc devenez Patreon bipèdes et vous aurez tout ça. Vous aurez des plein de révélations sur Ubisoft, des trucs complètement incroyables. Non, je déconne. Olivier est en train de pâlir. Non. Merci beaucoup, Solène et Olivier, pour nous avoir expliqué qu'est-ce que c'était que le scene design et nous avoir donné envie. Merci beaucoup, c'était trop cool. De devenir scene designer. Ouais. Merci mon petit Néo. Merci mon doc. On se retrouve tout de suite dans le CG Beers pour les Patreons. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Gros bisous, ciao, bye bye.